Le pétrole coule à nouveau. Les tankers quittent les côtes vénézuéliennes. Direction: les raffineries américaines du golfe du Mexique. Les chiffres officiels tombent et ils sont vertigineux. Après des années de sanctions totales, Washington a rouvert les vannes. Le pétrole de Caracas irrigue à nouveau l'économie de la première puissance mondiale, mais ce retour à la normale n'est qu'une illusion. Le revirement est brutal. La diplomatie américaine semble perdre le fil. Elle impose des sanctions. Elle les retire. Puis elle les réimpose. Ce mouvement en dents de scie pose une question fondamentale. Est-ce une stratégie de pétrole bon marché pour sauver l'économie intérieure? Ou est-ce l'aveu d'une faiblesse américaine que Washington ne peut plus cacher? L'Amérique prétend dicter les règles du jeu mondial. Elle utilise le dollar et les sanctions comme des armes de guerre. Pourtant, elle semble aujourd'hui prise à son propre piège. Elle dépend encore et toujours de l'or noir étranger. Le schiste américain ne suffit plus. Le marché mondial est sous tension. La Russie est exclue des circuits officiels. L'OPEP resserre le robinet pour maintenir les prix hauts. Dans ce thriller géopolitique, l'ennemi d'hier redevient le fournisseur utile de demain. C'est le signe d'un monde qui bascule. La morale s'efface devant l'urgence du baril. Washington hésite. Washington tâtonne. Et chaque décision révèle une nouvelle fissure dans son hégémonie. Ce pétrole vénézuélien est-il le dernier souffle d'un empire qui refuse de voir ses limites? Chaque navire qui accoste au Texas raconte une histoire de nécessité et de compromis. Le vent tourne sur les marchés énergétiques mondiaux. Pour comprendre ce revirement, il faut regarder le Venezuela de plus près. Ce pays était autrefois le joyau énergétique du continent. C'était un État prospère et envié. Mais les richesses n'ont pas protégé le pays de l'effondrement. La mauvaise gestion et la corruption ont ravagé l'industrie. Les infrastructures ont commencé à pourrir sur pied. Puis est venu le temps de la confrontation frontale avec Washington. À partir de 2017, la stratégie américaine a changé d'échelle. Les sanctions ont d'abord ciblé les élites du régime, elles ont ensuite frappé de plein fouet la compagnie nationale, PDVSA. Enfin, c'est le secteur pétrolier tout entier qui a été mis sous embargo. Sous l'administration Trump, la logique était claire. C'était la politique de la pression maximale. L'objectif affiché était d'étrangler la rente pétrolière de Caracas. Washington voulait provoquer la chute de Nicolás Maduro par l'asphyxie économique. Les États-Unis ont volontairement coupé un fournisseur majeur de brut lourd. Ils l'ont fait pour des raisons purement politiques. Ils croyaient pouvoir se passer de ce pétrole durablement. Mais la nature a horreur du vide. Cette décision a reconfiguré les flux mondiaux du jour au lendemain. Caracas s'est tourné vers d'autres acheteurs. La Chine a ramassé les morceaux à prix cassés, le Venezuela a survécu dans l'ombre de Pékin. Pendant ce temps, l'Amérique se persuadait de son invulnérabilité énergétique, elle pensait dicter le destin de tout un peuple par simple décret. Les sanctions étaient censées être temporaires et efficaces. Elles sont devenues permanentes et ont fini par isoler Washington de ses propres intérêts. Le prix de cette morale politique allait bientôt être présenté à la Maison-Blanche. Mais le monde a tremblé en février 2022. La guerre en Ukraine a tout changé. Le choc énergétique a été immédiat et violent. Les sanctions contre la Russie ont créé un trou béant sur le marché. Le prix du baril a franchi des seuils critiques. L'inflation a menacé la stabilité des économies occidentales. Soudainement, Washington a redécouvert l'intérêt stratégique du brut vénézuélien. Ce n'était plus une question de morale, c'était une question de survie industrielle. Les raffineries américaines du Golfe sont spécifiques. Elles ont été conçues il y a des décennies pour traiter du brut lourd. Le brut de schiste américain est trop léger pour elles. L'Amérique avait besoin de brut vénézuélien pour certains processus précis. Elle devait diversifier ses sources face aux décisions de l'OPEP+. L'assouplissement des sanctions a donc commencé dans le plus grand secret. Des licences temporaires ont été accordées. Chevron a été la première compagnie à obtenir le droit de revenir. Les flux de brut vers les États-Unis ont repris progressivement. Pour le reste du monde, le message était clair. C'était un revirement américain dicté par l'urgence. La grande puissance acceptait de négocier avec celui qu'elle qualifiait de dictateur. La morale géopolitique reculait devant la nécessité du plein d'essence. C'était une reconnaissance implicite de dépendance. Est-ce un aveu que les sanctions ne fonctionnent que lorsque l'on peut se le permettre? Washington a dû ravaler ses principes pour éviter la panne sèche. Le pragmatisme a remplacé les grands discours sur la démocratie. Le Venezuela n'est plus un paria, mais un partenaire de circonstance. Cette licence 44 a ouvert une brèche dans la stratégie de pression. Le retour du pétrole vénézuélien sur le marché américain se lit d'abord dans les statistiques. Les volumes exportés ont rapidement atteint des niveaux significatifs. Chevron a commencé à expédier des centaines de milliers de barils par jour. Ce n'est pas une simple goutte d'eau, c'est un flux constant qui stabilise les approvisionnements des raffineries du Texas.
Pour comprendre l'enjeu, il faut regarder la structure du marché. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Même avec une production dégradée, sa capacité de nuisance ou de secours est immense. Les importations américaines en provenance de Caracas ont triplé en quelques mois. Ce brut lourd est mélangé au brut léger local pour optimiser le raffinage. Sans lui, les coûts de production de l'essence et du diesel grimpent. Les chiffres montrent une réalité crue. L'économie américaine n'est pas encore prête pour le divorce total avec les hydrocarbures étrangers. Le pétrole de schiste a ses limites techniques. Il ne peut pas tout remplacer. La part du brut vénézuélien dans les importations américaines reste une niche. Mais c'est une niche critique. C'est celle qui détermine le prix final à la pompe pour des millions de foyers. La comparaison avec d'autres fournisseurs est frappante. Tandis que l'Arabie Saoudite réduit sa production, Caracas devient un levier utile. Washington surveille ces graphiques avec une anxiété croissante. Chaque baril vénézuélien est un répit pour l'inflation américaine. C'est aussi une preuve mathématique de la fragilité de leur souveraineté énergétique. Les données économiques ne mentent jamais, elles racontent l'histoire d'un besoin que la diplomatie ne peut plus ignorer. Combien de temps ce flux pourra-t-il durer dans un contexte de tensions politiques constantes? La réponse dépend autant des raffineries que des urnes. Pourquoi le pétrole vénézuélien est-il si spécial? Ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est une question de chimie industrielle. Les raffineries américaines sont des géantes complexes. Elles ont été construites pour traiter du pétrole lourd et soufré. C'est précisément le type de pétrole que l'on trouve dans la ceinture de l'Orénoque. Le pétrole de schiste américain est d'une qualité différente. Il est léger et doux. Pour produire du diesel performant, les raffineries ont besoin de mélange. Elles ont besoin de cette densité que seul le brut vénézuélien ou canadien peut offrir. En coupant le Venezuela, Washington a forcé ses propres industriels à l'acrobatie. Les coûts ont augmenté. Les marges ont fondu. Le retour du brut de Caracas est donc un immense soulagement logistique. Il permet de faire tourner les usines à pleine capacité. Il réduit les distances de transport par rapport au pétrole venant du Moyen-Orient. Mais il y a un autre facteur, la politique intérieure. Le prix de l'essence est le baromètre de la popularité d'un président américain. Une hausse de quelques centimes peut coûter une élection. Le pétrole vénézuélien agit comme une soupape de sécurité. Il permet de peser sur les cours mondiaux en ajoutant de l'offre. Washington utilise Caracas pour contrer l'influence de l'OPEP. C'est un jeu d'équilibriste dangereux. On soutient l'industrie nationale tout en quémandant chez l'adversaire. Les États-Unis sont pris entre deux feux. D'un côté, la transition écologique. De l'autre, la nécessité de maintenir une énergie bon marché. Le brut vénézuélien est le remède amer à cette contradiction. C'est un choix technique qui révèle une impasse politique. Peut-on vraiment parler de puissance quand on dépend techniquement d'un pays que l'on veut renverser? La technique commande, la politique obéit. Pendant que Washington hésite, Pékin avance. Les sanctions américaines ont laissé un boulevard à la Chine. Depuis des années, le Venezuela survit grâce aux capitaux chinois. Pékin ne demande pas de réformes démocratiques, il demande du pétrole. En échange, il offre des prêts massifs et des infrastructures. La Chine a profité des sanctions pour devenir le premier acheteur de brut vénézuélien. Elle a acheté ce pétrole avec des remises incroyables. Elle a sécurisé ses approvisionnements énergétiques à long terme. Chaque phase de durcissement américain a poussé Caracas un peu plus dans les bras de Pékin. Le Venezuela est devenu un laboratoire de la diplomatie du chèque. La Chine investit dans les forages. Elle répare les ports. Elle intègre le pays dans ses nouvelles routes de la soie. Pour Maduro, la Chine est l'assurance vie contre l'embargo américain. Pour Washington, c'est un cauchemar stratégique qui prend forme. L'Amérique perd son influence dans son arrière-cour historique. Elle voit une puissance rivale s'installer durablement chez son voisin. Les États-Unis tentent de revenir dans le jeu avec leur licence pétrolière. Mais est-ce trop tard? La Chine a déjà tissé des liens financiers profonds. Elle contrôle une partie de la production future par le biais des dettes. Le désordre américain a créé un vide que Pékin remplit avec méthode. C'est une leçon de géopolitique brute. Les sanctions isolent celui qui les impose autant que celui qui les subit. La Chine observe les revirements de Washington avec satisfaction. Elle sait que le temps joue pour elle. Elle attend que l'Amérique s'épuise dans ses propres contradictions. Qui sortira vraiment vainqueur de ce triangle énergétique? Le pétrole vénézuélien n'est plus seulement une ressource. C'est l'enjeu d'une guerre d'influence mondiale. Est-ce un signe de force ou un aveu de faiblesse? L'Amérique semble mener ce débat avec elle-même. D'un côté, les réalistes prônent la sécurisation des approvisionnements. Ils disent qu'il faut composer avec les régimes problématiques. C'est le prix à payer pour la stabilité économique mondiale. De l'autre, les critiques voient une fragilité stratégique évidente. Le besoin persistant de pétrole étranger empêche une ligne diplomatique cohérente.
Le recours périodique à Caracas montre que la puissance américaine n'est plus absolue. Que reste-t-il de la posture morale quand on rouvre le robinet d'un régime condamné? Combien de temps l'Amérique peut-elle punir sans se pénaliser elle-même? Les sanctions sont censées être une arme. Mais une arme qui blesse aussi celui qui la tient paire de sa superbe. Les États-Unis doivent composer avec leurs propres contradictions. Ils veulent protéger les droits humains, mais ils ont besoin de pétrole lourd. Ils veulent isoler Maduro, mais ils craignent la hausse des prix. Ce dilemme montre que Washington n'a plus les moyens de ses ambitions. La réalité économique a repris le dessus sur l'idéologie. Chaque licence accordée est une concession faite à la réalité. C'est la preuve que l'hégémonie américaine est désormais sous contrainte. Elle ne peut plus imposer sa volonté sans calculer les conséquences pour son propre peuple. Le Venezuela est devenu le miroir des limites américaines. Un pays en ruine parvient à faire plier la première puissance mondiale par la simple force de sa géologie. C'est un retournement de situation ironique. L'Amérique se croyait maître du jeu. Elle se découvre dépendante d'un pion qu'elle pensait avoir éliminé. Cette faiblesse est désormais visible pour tous les autres acteurs mondiaux. Elle encourage les autres pays à tester les limites de la puissance américaine. Nous arrivons au terme de cette analyse. Le constat est sans appel. Le retour du pétrole vénézuélien est à la fois un outil tactique et un symptôme. C'est un pétrole nécessaire pour une économie sous pression. Mais c'est aussi l'aveu que les sanctions ont atteint leurs limites. Le pétrole vénézuélien ne provoque pas la fragilité américaine. Il ne fait que la révéler au grand jour. L'Amérique doit composer avec un monde de concurrence intense. L'abondance énergétique bon marché touche à sa fin. La puissance centrale du système mondial doit désormais négocier ses propres besoins. Les zigzags de Washington envers Caracas envoient un signal de confusion. Ils montrent un empire qui cherche son second souffle. La fragmentation du monde s'accélère. Les blocs énergétiques se recomposent, le dollar n'est plus l'unique boussole. D'autres circuits se créent. D'autres alliances se nouent. Le Venezuela n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est le symbole d'un basculement plus profond. L'Amérique pourra-t-elle maintenir son rang tout en étant si vulnérable? Sa capacité à punir ses adversaires diminue à mesure que ses besoins augmentent. Le piège se referme lentement. Chaque baril de brut lourd est un rappel de cette réalité. L'ordre mondial de l'après-guerre s'efface. Un nouvel ordre, plus brutal et plus imprévisible, prend sa place. Et maintenant, la vraie question, jusqu'où les États-Unis pourront-ils encore utiliser le pétrole comme arme géopolitique, sans que cette arme ne se retourne contre leur économie et contre leur statut de puissance centrale du système mondial? Le monde observe. La réponse à cette question déterminera l'avenir de notre siècle. La fin de l'abondance pourrait bien être le début d'un nouvel effondrement. Sommes-nous prêts pour ce qui vient?